Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur les TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Arrêté puis auditionné ce lundi 14 juillet 2025, le journaliste Hugues Komlan-Sosoukbe reste en détention devant le juge des libertés et de la détention. Il a contesté son extradition et revendiqué sa nationalité togolaise. Plus de détails sur son audition dans ce 19h. Les candidats à la session de remplacement de l'examen du baccalauréat de juin 2025 ont débuté avec les épreuves écrites ce lundi 14 juillet au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou. Le lancement a été effectué par le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva. Le point du lancement dans ce journal. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est annoncé à Cotonou ce mardi 15 juillet 2025. Les détails sur l'agenda de l'hôte de Patrice Talon vous seront dévoilés au cours de cette édition. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est désormais officiel, Komlan Hugues Sosoukbe est placé sous mandat de dépôt. Arrêté le 10 juillet 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le journaliste béninois et promoteur du web média Olofofo a été présenté ce lundi 14 juillet au juge des libertés et de la détention de la Criette. Au cours de son audition, les charges retenues à son encontre sont connues. En effet, le journaliste est poursuivi pour incitation à la haine et à la violence, harcèlement par voie électronique, incitation à la rébellion et apologie du terrorisme. Selon Maître Aboubakar Baparapé, un des conseils du journaliste, de graves accusations paisibles de plusieurs années de prison. Komlan Sosoukbe, dont les conditions d'arrestation en Côte d'Ivoire et d'extradition au Bénin restent floues, s'est présenté à son audition comme un citoyen togolais. Il conteste sa présence au Bénin dans les conditions actuelles et invoque sa protection au Togo, a précisé Maître Barnabé Bago, l'un des avocats de Hugues Sosoukbe. Malgré cette ligne de défense, le ministère public a requis le maintien en détention du journaliste. Il estime que l'instruction n'était pas encore achevée. La juge a suivi cette demande et a décidé de prolonger la détention provisoire de Hugues Sosoukbe. Le dossier est ainsi devant le juge d'instruction. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, les candidats à la session de remplacement de l'examen du baccalauréat à session de juin 2025 ont démarré les épreuves écrites ce lundi 14 juillet 2025. Au total, 70 élèves composent dans toutes les séries confondues au centre unique, le Collège d'enseignement général Sainte-Rita. Suivant la cérémonie de lancement avec Komlan Quentin Amoussou. Ils sont au total 70 candidats à composer les épreuves écrites de la session de remplacement du baccalauréat 2025 ici au Collège d'enseignement général Sainte-Rita. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de la composition. Nous avons au total 70 candidats, toutes séries confondues. Nous avons par exemple en série A1 4 candidats, en série A2 14, série B 17, série C 2, la série D 25 candidats, c'est là où on trouve plus de candidats. La série F4 3 candidats, la série F1 et F3 2 candidats, la série G3 1 candidat. Toutes les dispositions ont été prises, les salles bien préparées pour les accueillir. D'ailleurs, ils sont déjà en salle en train de composer. Il y a une équipe de prise en charge bien en place pour n'importe quel problème qui surviendra. La session de remplacement permet aux candidats empêchés en juin dernier pour diverses raisons de passer les épreuves du bac et de se rattraper.
La session, c'est une session de remplacement, mais les épreuves sont normales. Vous imaginez un enfant qui a été formé comme les autres tout au long de l'année pour une petite indisponibilité de 30 à 1 heure. Il ne peut pas continuer la session normale. Il est normal aussi qu'on le rappelle pour l'évaluer. Ces gens de candidats ne sont pas légion, mais c'est des béninois. Il peut y avoir parmi eux des gens très intelligents qui peuvent s'en sortir avec une très bonne mention. Il faut les sauver. C'est l'objectif de la session de remplacement. Ils peuvent justifier leur indisponibilité. Ça, c'est normal. Sinon, tout le monde viendra pour dire qu'il est indisponible. Il justifie. Dès que c'est justifié, il n'a aucun problème, on le prend. Donc, c'est les épreuves. C'est une deuxième épreuve. Donc, la session normale qui continue. Mais on remplace l'épreuve pour leur permettre, parce qu'ils n'ont pas pu participer à la première épreuve. Des conseils ont été prodigués aux candidats afin de les encourager à bien travailler. D'abord, ils n'ont qu'à se considérer comme des candidats réguliers, des candidats normaux. Ils passent un examen normal. On suit les mêmes processus, avec les mêmes encadrements. Et d'ici vendredi prochain, ils auront les résultats au même moment qu'on va finir. Ils aussi, ils ont fini, on délibère le tout ensemble. Ainsi s'est déroulé le lancement de la session de remplacement des épreuves écrites du baccalauréat ce lundi 14 juillet 2025. Les résultats sont prévus pour être disponibles en fin de semaine. D'une composition à une autre, les candidats admissibles au baccalauréat session unique de juin 2025 ont débuté ce lundi les épreuves écrites et orales. Le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, est allé faire le constat au collège d'enseignement général Sainte-Rita. Nous allons suivre à présent Gilles Amonto, président de la sous-commission EPS du centre Sainte-Rita, qui nous décrit les critères de notation et les épreuves qui se déroulent dans son centre. Des propos recueillis par notre reporter, Cormlan Quentin Amoussou. Le tirage qui a été fait, c'est trois activités qui ont été choisies pour cette année. Il s'agit du lancer de poids, de la gymnastique au sol et du saut en hauteur. Alors, pour ce qui concerne l'évaluation proprement dite, en ce qui concerne le saut en hauteur, chaque candidat, tout à l'heure, aura droit à 2 essais. D'accord? Ils feront 2 essais. Et après ces 2 essais, ils passeront tous à l'évaluation proprement dite. Donc, c'est-à-dire qu'on leur permet de s'essayer 2 fois. Et après, on lance l'évaluation proprement dite. Au lancer de poids, les filles doivent lancer un poids de 4 kg et les hommes lanceront un poids de 5 kg. Maintenant, pour ce qui concerne la troisième et dernière activité, qui est la gymnastique au sol, là, c'est un peu plus complexe parce que chaque candidat doit rédiger son enchaînement et soumettre ce libellé à son examinateur. Et on verra s'ils vont respecter ce qu'ils ont eux-mêmes proposé. Et tout ça sur la base des critères et des indicateurs de réussite. Il y a effectivement une fiche qu'on appelle la fiche de cotation-taxation. Donc ce n'est pas au volet qu'on évalue les candidats. Il y a d'abord des indicateurs de réussite, des critères d'abord, d'accord? Et ces critères sont saucissonnés en indicateurs de réussite. Et après, il y a une fiche de cotation-taxation. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein, quand un candidat lance 5 mètres pour un poids de 4 kg, ça a droit à un point donné. L'EPS est une discipline fondamentale et elle n'est pas du tout facultative. La belle preuve est que, au départ, vous verrez que l'office du bac est tellement bien structuré que ceux qui sont inaptes ne sont pas sur la liste. D'accord? Donc c'est seulement les aptes qui viennent à cette phase d'évaluation. Donc ce n'est pas du tout une épreuve facultative.
La particularité des épreuves cette année 2025, c'est que c'est la première fois que l'activité de lancer de javelot a été choisie. Elle a été choisie pour... je sais que c'est un tirage au sort, c'est au hasard, mais comme par hasard, c'est la première fois. Depuis qu'on fait le bac EPS, c'est la première fois que le javelot a été tiré au sort. Et cette activité, en plus des deux autres activités, gym et longueur, sont administrées dans les autres centres du Bénin, à part le centre de Saint-Rita. Dans les autres centres, c'est le lancer de javelot, la gymnastique au sol et le saut en longueur qui ont été tirés au sol. Contrairement à Saint-Rita et dans les autres centres où c'est les séries E, EA, G et F qui font les activités de saut en hauteur, gymnastique au sol et le lancer de poids. Dans un autre contexte, à présent, les activités de la 4e édition de la formation triptyque métier du cinéma de l'association Waniayo a été lancée ce lundi 14 juillet 2025 dans une salle de conférence à Cotonou. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Francis Ola Fahami. Ils sont une trentaine d'auditeurs à prendre part dès ce matin à la 4e édition de la formation triptyque métier du cinéma initiée par l'association Waniayo. Pendant 2 semaines, les communications porteront sur l'écriture documentaire, l'actorat et la post-production. Cette rencontre des expériences pour donner le plus de savoir, de transmettre davantage aux formés. Je pense que c'est l'une des qualités de cette formation qui réunit de plus en plus des jeunes et des personnes qui souhaitent y participer. L'association Waniayo accueille, comme aux éditions précédentes, des formateurs venus de divers pays. Pour les participants réunis ici, c'est un pas vers leur maturité dans le domaine du cinéma. C'est une formation, c'est un partage de connaissances et j'espère évidemment que j'aurai beaucoup de choses à apprendre, surtout dans le métier. Et entre autres également, s'il faudra vraiment y faire carrière, j'espère que je donnerai le meilleur de moi-même en fonction de cette merveilleuse formation avec des professionnels et de vraies personnes vraiment enjouées pour nous former dans cette belle aventure. J'aimerais plus avoir une proportion plus élevée du truc et rentrer plus et apprendre des autres formateurs venant de différents horizons. Parce que l'art est un truc qu'on acquiert par le fait de toujours apprendre et de chercher de nouveaux horizons. Mes attentes par rapport à cette formation, c'est d'apprendre davantage beaucoup de choses, surtout du domaine du cinéma. Parce que je n'ai pas encore touché ce secteur, donc j'aimerais en apprendre beaucoup plus afin de mieux me perfectionner. Une formation qui se distingue par une innovation, l'insertion dans la vie professionnelle. Nous formons des jeunes qui vont être employés tout de suite pour un projet imminent. Mon but depuis le début, depuis la première édition, a été de favoriser l'employabilité des jeunes. Et là, ces choses, c'est de plus en plus concret. Et j'espère que ça va aller grandissant et que des structures, des boîtes de production nous feront davantage confiance et viendront puiser dans ce catalogue de jeunes professionnels que nous mettons en place, que ce soit au niveau des acteurs ou au niveau des techniciens. Du 14 au 26 juillet 2025, les stagiaires participeront à des séances d'échange avant de se livrer aux activités pratiques. À la fin de cette formation, les jeunes passionnés du 7e A vont bénéficier de divers programmes mis en place par l'association. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sera à l'hôte de Patrice Talon ce mardi 15 juillet 2025. Une visite officielle du président sénégalais, selon les informations, est annoncée à cette date. Arrivé au pouvoir en avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye va poser pour la première fois ses valises au Bénin. Cette première visite officielle du chef de l'État sénégalais sera l'occasion de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Cette visite devrait permettre également au président Patrice Talon et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye d'ouvrir une nouvelle séquence dans les relations entre Dakar et Cotonou autour de 3 axes majeurs dont la diplomatie, la coopération régionale et la sécurité sous-régionale. Un tête-à-tête avec le président Patrice Talon est prévu pour 18 h. Il est également prévu une déclaration de presse conjointe à partir de 19 h de Cotonou.
Parlons de centralisation dans cette édition. La conférence des préfets au titre de l'année 2025 s'est tenue à Diakotomé sous l'égide du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, et de son homologue de l'intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seydou. En effet, l'objectif est de renforcer la coordination entre l'administration centrale et les autorités déconcentrées face à un contexte sécuritaire préoccupant et à des réformes territoriales majeures. En ouvrant les travaux, le ministre Raphaël Akoteyon a rappelé que la gestion des manifestations publiques, l'identification des personnes, la prévention des violences électorales et la mise en œuvre de la PONADEC 2024-2033 constituent des priorités majeures. Ainsi, à moins d'un an des élections générales de 2026, cette conférence illustre la volonté du gouvernement de garantir des scrutins apaisés, transparents et crédibles, tout en consolidant les bases d'une gouvernance territoriale plus efficace. La chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie a organisé le 11 juillet dernier une conférence sur le thème « Liberté d'expression dans le champ politique ». Conférencier à cette assise, le père Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux de Cotonou, a opiné sur les exigences de la liberté d'expression chez l'acteur politique. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de Anaël Vianney-Dou. La liberté d'expression de l'acteur politique est une parole d'autorité, de responsable, de leader, de rassembleur ou d'une institution. En ce sens, l'usage de la liberté d'expression chez l'acteur politique est systématisé, thématisé, orienté, partisane et stratégique. Les ivraies de la démagogie, du mensonge, de la manipulation, des demi-vérités, du silence coupable et de la banalisation menacent le champ de la liberté d'expression chez l'acteur politique. Qui est alors l'acteur politique? En politique, un acteur est une personne, un groupe ou une institution qui participe activement à la vie politique et qui a une influence ou est perçu comme ayant une influence systématisée. On systématise l'influence grâce aux lois, grâce aux us et aux coutumes, grâce aux pratiques. Sur les décisions et les événements politiques, il peut s'agir de figures de proue, comme le chef de l'État, les ministres, les députés, mais aussi les partis politiques, les groupes d'intérêt, la société civile, on vient d'écouter Amnesty International, les ONG, les citoyens engagés, les écrivains comme moi. La notion d'acteur politique est large et englobe toute personne ou entité qui participe à la vie politique, que ce soit par des actions directes ou indirectes. L'exercice de la liberté d'expression de l'acteur politique dans le champ politique, l'étendue de l'exercice. Et très souvent dans l'exercice d'un droit, on ne pense pas à l'étendue. Le droit est toujours limité. Et donc, l'expression de la liberté d'expression, parce que liberté d'expression, c'est une expression. Cette expression est en réalité tournée et condensée dans ce que j'appelle la vitalité. Faire savoir, exister entre parole et silence, représentation de soi et de sa fonction, style vestimentaire, modèle de vie. L'étendue, c'est tout cela. Une autorité qui sait garder silence, une autorité qui sait parler,
de façon claire, précise, avec retenue, avec tenue et ténacité. Le public cible la temporalité et le lieu. Très souvent, quand on est en campagne politique, le docteur Gilles Badé a tout à l'heure parlé du contexte électoral. Le contexte électoral de prise de parole est différent du contexte d'une émission télé, est différent du contexte d'un discours, introduisant une activité scientifique, introduisant un colloque, introduisant une réunion, ou même est différent du discours tenu un soir en aparté. C'est très important que l'acteur politique puisse se situer par rapport à la cible, à la temporalité et au lieu. S'il y a un défaut que je connais à mes amis politiques, c'est parfois le manque de culture livresque et culture expérimentale empirique. C'est-à-dire qu'on a étudié, et au Bénin, c'est vrai, on a beaucoup de diplômés, mais très peu d'intellectuels. Très peu d'intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui a soif d'apprendre. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a visité le vendredi 11 juillet dernier le Dôme, un centre international des conférences intégré à Sofitel et la corniche est de Cotonou jusqu'au site de l'Est, hôtel PLM Aldejo. Suivons ensemble. La corniche de Cotonou s'impose comme l'un des plus beaux symboles de la modernisation urbaine au Bénin. Une route propre, large, sécurisée, qui longe l'océan et donne fière allure à la ville. Un ouvrage signé Patrice Talon. À plus de 90 ans, Nicéphore Soglo, ancien maire de Cotonou, traverse une ville qu'il a dirigée et qu'il redécouvre métamorphosée. Les transformations en cours qui ont lieu à Cotonou avancent méthodiquement, sérieusement, et je crois que il faut encourager ce mouvement-là. La transformation que j'ai vue jusqu'ici, et nous débouchons sur, au fond, ce qui était, au fond, l'emplacement de la conférence nationale souveraine. Vraiment que ces lieux-là également soient des lieux emblématiques qu'on se rappelle en disant il a fallu un bon qualitatif. Il faut garder les images du passé pour se rendre compte des progrès que nous avons faits. Non loin de là, un autre symbole de cette transformation et du développement du Bénin. Le Dôme, nouveau cœur battant du Centre international de conférences de Cotonou. Capacité d'accueil impressionnante, architecture futuriste, design lumineux. Le lieu a changé de dimension. Ce bâtiment, c'est pourtant lui qui en avait posé la première pierre en 1995, en tant que président de la République. 30 ans plus tard, Nicéphore Dieudonné Soglo revient sur les lieux de son œuvre, transformé par un autre bâtisseur, Patrice Talon. Pour celui qui avait lancé les bases, c'est un retour chargé d'émotions. Mettre Cotonou sur la liste des destinations de conférences. Absolument. Là, vraiment, je crois que... Je pense qu'on a sublimé le lieu que vous aviez inventé il y a 30 ans. C'est ça, la modernisation du pays, il faut la continuer et tout, à tous les niveaux. Et je suis content vraiment que depuis mon départ, on ait continué après une petite période d'hésitation. Mais vraiment avec Talon, on a repris le chemin. L'ancien président observe, échange et découvre à travers sa balade dans la ville de Cotonou. Nicéphore Soglo repart convaincu que le Bénin est véritablement sur la voie du développement grâce à Patrice Talon. À partir de là, on commencera à compter dans la nouvelle génération. Vous avez l'avenir devant vous. Cotonou change de visage sous les yeux de celui qui hier
rêvaient déjà d'un Bénin debout. Cette édition se poursuit au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. Paul Biya, 92 ans, a officialisé sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2025, entrant ainsi dans la course pour un 8e mandat, une annonce qui suscite à la fois étonnement, interrogation et débat sur l'avenir démocratique du Cameroun. Quel enjeu et stratégie entoure cette nouvelle candidature de l'un des plus anciens chefs d'État du monde? Morgana Sogba, analyste géopolitique, apporte son éclairage au micro de Djesougo Benou. Il faut déjà comprendre qu'il ne s'agit pas de l'individu du président Paul Biya, mais il s'agit de la machine que représente le RDPC, qui est ce parti-là qui permet au président de se représenter et de gagner à chaque fois avec une large majorité. Il faut comprendre qu'on est arrivé au point où le président Paul Biya incarne ce parti qu'est le RDPC, malgré le fait qu'on puisse entendre certaines voix qui s'élèvent contre cette candidature. Il est une réalité qu'on ne peut ignorer, c'est qu'aujourd'hui, sans Paul Biya, le RDPC risque d'aller dans tous les sens et que Paul Biya a permis à plusieurs acteurs politiques et économiques au Cameroun d'exister et d'avoir la capacité qu'ils ont aujourd'hui. Alors chacun d'eux ne se voit pas maintenir leur niveau économique, politique, leur statut politique, si aujourd'hui Paul Biya n'était plus président de la République. Voilà un peu ce qui pourrait expliquer cela. Mais s'il s'agit d'apprécier la personne sur le plan physiologique, il est clair que l'âge a son rôle et a un poids dans la capacité de réflexion, la capacité motrice et bien d'autres paramètres qui, a priori, seraient les conditions d'aptitude physique à tout candidat qui souhaiterait être à la tête d'un État. Donc on est là face à une situation complexe, celle d'un homme qui apparemment physiquement ne remplit peut-être pas toutes les conditions, mais qui, sur le plan de capital et d'influence politique, représente quelque chose de difficile à effacer. Mais il faut rappeler ici que quand vous prenez les Camerounais par rapport à ce qu'on observe, ils ne se plaignent pas forcément de façon massive du leadership du président. Et ça, c'est un plus. Et on devrait se demander donc comment est-ce qu'il arrive à faire. Donc, est-ce qu'il pourrait apporter quelque chose de nouveau? Ce n'est pas évident. Mais est-ce qu'il pourrait quand même permettre à ces populations-là de continuer de profiter d'un ensemble de mesures qui justifieraient leur silence et leur comportement beaucoup plus encourageant vers la réélection ou la nouvelle candidature du président? Je pense que ça, c'est gagné avec la machine que représente le RDPC. Au-delà des stratégies politiques et des calculs du pouvoir, qu'en est-il réellement de l'état d'esprit de la population camerounaise face à cette nouvelle candidature du président Paul Biya? Morgana Sogba revient sur la question à quelques mois de ce scrutin crucial. Il est toujours au micro de nos reporters. Il y a des choses qui sont très importantes pour les citoyens. Le pouvoir d'achat, les conditions de vie. Et au Cameroun, c'est surtout tous ces éléments-là qui, une fois que ces éléments permettent, les populations arrivent à manger, à leur faim, à exister, à pouvoir profiter du cadre de leur pays, ces populations ne se soucient pas forcément d'un ensemble d'autres paramètres. Et je pense qu'au niveau du Cameroun, le RDPC a réussi quand même à apporter aux Camerounais l'essentiel pour qu'ils puissent vivre. Et donc, le citoyen lambda n'est pas forcément intéressé par le départ du président Paul Biya, mais il est intéressé surtout par sa capacité à pouvoir subvenir à ses besoins. Et je pense que cela pourrait expliquer la situation que vous avez si bien décrite
par le comportement. Du Cameroun, direction la Syrie, après la chute du régime de Bachar el-Assad, un accord a été signé en mars 2025 entre le chef des forces démocratiques syriennes kurdes et le président Ahmed el-Shara pour intégrer les institutions kurdes dans l'État syrien. Mais sa mise en œuvre reste entravée par des désaccords persistants entre les deux parties lors d'une rencontre le 9 juillet dernier entre les deux hommes et un émissaire américain. Damas a réaffirmé son refus de toute division ou fédéralisation, exigeant l'intégration des combattants kurdes dans l'armée nationale. Dans un communiqué publié ce 13 juillet, l'administration kurde a plaidé pour un système démocratique pluraliste, la justice sociale, l'égalité des sexes et une constitution garantissant les droits de toutes les composantes de la société. Soutenue par une coalition internationale menée par les États-Unis, les Kurdes de Syrie ont joué un rôle crucial dans la défaite de l'État islamique. L'émissaire américain Keith Kellogg est arrivé en Ukraine ce lundi 14 juillet. Cette visite officielle, qui doit durer une semaine selon un média, intervient alors que le président Donald Trump a récemment promis de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Un signal intéressant à un moment où ce dernier affirme vouloir à nouveau soutenir le pays militairement alors qu'il n'a accordé aucune nouvelle aide militaire à Kiev depuis le début de son mandat il y a 6 mois et a même menacé de cesser de livrer de systèmes de défense anti-aériens pourtant cruciaux. Dans le même temps, les Allemands ont également avancé qu'ils étaient prêts à leur transférer des systèmes antimissiles américains Patriot si Washington donnait son feu vert. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.